Ah! Bonjour. Je vais baisser ça un peu. Ah! Donc bonjour et bienvenue aux Écorchés. Édition spéciale. Aujourd'hui, pour les fans de Lou, vous allez être déçus, il sera pas là. Il est en train de tourner un court-métrage d'horreur, justement, donc on peut pas trop chialer non plus. Et vous allez pouvoir voir ça plus tard, donc tout est beau. Et je vais faire un petit topo solo sur un film que je connais un petit peu trop par cœur, que j'ai vu 20 000 fois quand j'étais jeune et que je regarde encore à l'occasion. Et si vous fiez au titre, vous allez un peu deviner c'est quoi. On va parler de Ghostbusters et bien sûr l'original de 84 et non pas la suite ou le remake de 2016. Donc bienvenue aux Écorchés. Bienvenue avec moi, c'est Julien. Donc, ça fait un peu bizarre de ne pas avoir un back and forth avec Lou, fait que je vais essayer de vous garder entertained tout en donnant le plus d'informations possible sur le film, un peu des informations sur la production, sur mes opinions là-dessus et probablement qu'est-ce que je pense que le prochain film va avoir l'air par rapport à ce qu'on a vu. Et bon, vu que je suis très cynique, vous allez vous douter que c'est pas totalement positif, même si je pense que ça sera pas nécessairement un mauvais film. Ce sera probablement pas un bon film de Ghostbusters. Et voilà. Donc, pour un podcast d'horreur, vous allez me demander pourquoi je fais un podcast sur de la comédie, mais c'est là que je trouve ça intéressant. Dans tout ce qu'on a vu côté comédie d'horreur, souvent l'horreur passe en premier. Très peu de films vont arriver avec la comédie en premier et Ghostbusters, c'est probablement le meilleur exemple où est-ce que c'est une comédie d'horreur où est-ce que la comédie passe avant tout. Mais reste que c'est de la façon que c'est monté que ça devient intéressant. Donc, dans le film, pour tous ceux qui l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, courez aller voir ça 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est jamais assez. Mais oui, donc on part le film avec une scène hyper iconique qui est aussi un cliché de l'horreur. T'sais, on part avec une scène pour vous mettre dedans. C'est dans une librairie creepy. On a la vieille libraire qui, dans le script, était une jeune demoiselle pimpante. Puis c'est là qu'on rentre aussi dans ce qui aurait pu être des clichés de l'horreur. Puis on s'en détache un peu. Puis, ben c'est ça. Donc, on rentre avec la mère de Ray Finkel. Puis, puis, on a plein d'effets spéciaux, mais rien qui vient gâcher les punchs, rien qui va venir nous montrer qu'est-ce qui nous attend côté fantôme. On a du papier qui revole, des choses comme ça. Tout ce qui fait la scène, tu sais, la performance de la vieille libraire, puis le fait que c'est des effets simples, mais qui fonctionnent bien. C'est très aussi ancré dans la réalité. Il n'y a rien, il y a rien qui est too much. Justement, on voit pas de fantômes. On n'a pas d'effets spéciaux hors de juste des choses qui bougent. Donc, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Et bonjour à Overseer Dixon. Bienvenue avec nous. Donc, on vient de commencer avec l'intro du film. Je vais y aller dans l'ordre. Après ça, je vais parler des fun facts si ça va. Donc, tout de suite après, on a juste le titre qui arrive. Pas de générique d'introduction, aucun nom qui apparaît à l'écran, juste Ghostbusters, le thème qui embarque, that's it. Et là, on entre dans l'introduction des personnages et ça va vite, mais ça va bien. C'est rare, des choses qui revolent. C'est rare qu'on a des personnages qu'on connaît aussi bien en si peu de temps. On arrive dans l'université, c'est déjà le test de ESP avec Venkman, Bill Murray.
Et on sait tout de suite que c'est une espèce de... Pas tout croche, mais... tu sais, il veut juste coucher avec la fille. Le gars, au début, il a pas les bonnes réponses. Il montre des cartes, puis juste comme, c'est quoi la carte? Puis là, il devine comme que c'est un carré, c'est pas ça. Mais au point où est-ce que le gars qui reçoit des chocs devine la bonne chose, il se fait électrocuter quand même. On voit qu'il n'y a aucune bonne volonté de la part du personnage de Bill Murray. Et ça l'intéresse pas de savoir si ça fonctionne ou non, ces théories. C'est vraiment juste pour faire... Pour aller coucher avec la fille puis avoir l'air intelligent. C'est juste ça qui l'importe. Fait que là, on a déjà Venkman de côté. En 2 minutes, c'est encadré. On a le personnage qu'on connaît déjà bien. Ray Stantz, joué par Dan Aykroyd, arrive. Il est énervé comme ça se peut pas. On voit tout de suite que c'est le cœur du groupe. Il agit comme un enfant. Il est juste comme ben trop pimpant. C'est l'enthousiasme même. Puis au courant du film, on va voir aussi que Dan Aykroyd, son personnage, raconte tout le temps des anecdotes, tout le temps un peu à côté de la traque. Tu sais, quand il arrive dans la bibliothèque, quelques moments après, on entend Ray dire « Listen, smell something ». C'est tout le temps un peu à côté. Quand il parle de la Bible, il va parler de Revelation 7:12, puis en tant que tel, il est en train de citer 6:12. Donc c'est tout le temps une petite affaire comme « Ah, c'était pas vraiment ça, mais c'est pas grave parce qu'on comprend le point quand même ». Donc ça, c'est parfait. Justement, on arrive dans la bibliothèque. La première personne qu'on voit, c'est Egon, joué par défunt Harold Ramis, qui était probablement mon préféré dans la gang. Il est avec un stéthoscope en train d'écouter une table. Fait qu'on voit tout de suite que c'est le weirdo de la gang, mais c'est aussi, il est hyper stoïque. C'est probablement le plus brillant des trois, mais c'est aussi celui qui a aucun skills social. Mais on l'aime. Parce que l'amitié entre les trois fait super bien, même s'ils sont très différents. Donc, yay! Et là, on voit le premier fantôme de la bibliothécaire. Hyper réel. Un des seuls fantômes qui a de l'air d'un humain dans toute la franchise. Je veux dire, on a le Jugger dans le deuxième, mais lui, on se comprend même pas pourquoi il s'est fait pogner. Je veux dire, il a poussé quelqu'un, mais il mérite-tu de se ramasser à la même place que les autres? Anyway, ça c'est une autre histoire. Mais oui, je pense que la libraire, le fait qu'elle est un peu plus basée dans l'horreur, justement, c'est le fait que les gars n'ont pas encore la technologie qui ont besoin pour arrêter les fantômes. Donc, on arrive à un point où est-ce que côté histoire, ça fait plus de sens d'avoir quelque chose qui fait peur pour eux autres. Parce que comme je disais, pour une comédie d'horreur, on a des éléments d'horreur à la pelle. Je veux dire, on coupe les Ghostbusters du film, on a un film d'horreur vraiment solide. Il y a plein de scènes qui pourraient terroriser quelqu'un là-dedans, mais à chaque fois que les Ghostbusters sont là, c'est une comédie. C'est la seule chose qui sépare les deux. Tous les autres personnages, à part les Ghostbusters et Louis Tully, parce que c'est l'anomalie du film. Rick Moranis est l'anomalie du film, puis je vais y revenir souvent. Mais les Ghostbusters, c'est les seuls qui ont la comédie. Le reste, c'est tous des personnages qui sont hyper groundés. Ils filent réel. L'univers dans lequel ils sont file très réel aussi. Puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Je changerai rien à ce film-là, puis on va voir le pourquoi de la chose, justement. Aussi, si vous remarquez dans le film, juste qu'est-ce qu'il mange, sans même être commandité comme celui de 2016, que c'est juste ça, des placements de produits, merci Sony. Les gars mangent juste du fast-food tout le long du film. Même quand ils arrivent chez Dana Barrett dans le frigo, on se rend compte que c'est juste de la crap. C'est très... Je sais pas si c'est juste que c'est très américain, que c'est un film qui est vraiment entré dans New York, mais les seules personnes qui travaillent pour la santé publique ou qui mangent de la bouffe santé, c'est tous les méchants du film. Et encore une fois, la seule exception, c'est Louis Tully, qui mange bien, qui fait attention à ce qu'il fait, qui fait de l'exercice en accéléré sur son VHS. Lui, il est pas méchant, mais en même temps, je pense que une des raisons, c'est quand il avait été écrit au début, dans la première draft du script, quand c'était encore supposé être John Candy qui le joue, il était très creepy.
c'était pas le même Louis Tully qu'on avait. Fait que peut-être qu'il était pas si gentil que ça en bout de ligne dans leur tête. Mais il y a clairement quelque chose qui a rapport avec le fait qu'ils sont pas en santé. Je veux dire, on a même des héros qui fument, qu'on n'a plus le droit d'avoir aujourd'hui, mais avoir des gentils qui fument, ça ne se fait plus. Si tu fumes, t'es officiellement un méchant. Là, on a Dan Aykroyd, que je pense qu'il y a peut-être une scène dans le film où est-ce qu'il n'y a pas une cigarette dans la bouche, c'est parfait. Je veux dire, on n'était pas... je pense qu'aussi, c'était pas encore visé pour les enfants tant que ça. Rendu au deuxième, c'est clairement plus visé pour un public plus jeune. Mais le premier, c'était général, mais il y a plusieurs allusions sexuelles, il y a plusieurs jokes qui sont pas faites pour les enfants. Donc c'est pas... je crois que c'était peut-être pas le but non plus de faire attention là, où on fume. Ça va peut-être avoir des mauvaises répercussions. On va créer une vague de cancer du poumon. Anyway, continuons. Justement, donc là, on a déjà l'intro des personnages. On arrive à Dana Barrett, qui est aussi l'introduction du fameux building où est-ce que la finale se passe. Le premier plan, c'est un foreshadowing incroyable que le monde oublie. La première chose qu'on voit, c'est juste une gargouille vue de haut. Et en bas, on voit Dana Barrett qui sort du taxi. On voit déjà le lien entre les deux qui se fait dès la première fois qu'on les voit. Puis c'est fait subtilement, c'est magnifique. Pas besoin de juste faire de mettre une loupe dessus. Ça fait du bien un film qui a de la subtilité comparé... aujourd'hui, je pense que les films d'horreur qui ont le plus d'allure visuellement, dans les gros films, bien sûr, si on rentre pas dans les... dans les films plus indépendants qui ont plus de qualité. Mettons, James Wan aurait déjà il y aurait déjà eu 3-4 fantômes qui auraient explosé, puis il aurait mis de la musique pour nous faire ben peur. Là, ça arrive pas. C'est juste bien fait. C'est du bon cinéma. Aussi à souligner, c'est quand même le film qui a fait le deuxième plus gros au box-office cette année-là, juste pour prouver qu'il y a eu une époque où est-ce que les blockbusters c'était encore du bon cinéma et qu'on n'y est plus. Donc et voilà. Et là, on rentre justement dans le building avec Dana Barrett. C'est la fameuse scène du frigo avec le Devil Dog qui crie Zool. Zool! Et c'est... Si les Ghostbusters avaient déjà eu leur technologie, si on était déjà dans un univers où est-ce qu'il existe, ça aurait été probablement ça, la scène d'introduction au lieu de la scène dans la bibliothèque. Même si les deux sont similaires, il y en a une qui servait juste à mettre le mood, et tandis que celle-là, c'est un gros plot point. Ça sert vraiment à nous mettre dans l'histoire. Je veux dire, tout ce qui va découler de cette simple scène-là, c'est tout ce qui mène à l'histoire. Donc, c'est encore là, dans les règles du cinéma, normalement, aucune scène n'est supposée servir à rien. Et comme de fait, ça ne sert pas à rien. Et on aime ça, des monstres dans des frigos, ça arrive pas assez souvent. À part Ghostbusters et le film The Refrigerator, je peux pas en nommer d'autres. Peut-être Freddy 5, peut-être. Et là, on aurait pu couper directement à Dana Barrett qui arrive chez les Ghostbusters, et c'est pas le cas. On prend le temps de parler avec Janine, on prend le temps d'apprendre à connaître la secrétaire. On a une couple de jokes qui se fait avec Egon, dont la fameuse joke du fungus. L'univers a l'air vécu, le monde a l'air de vivre dedans pour vrai. On a justement des conversations qui sont interpersonnelles. Il y a Bill Murray qui se pogne un peu justement avec Janine, puis on remarque qu'elle est assez badass pour y tenir tête, puis c'est probablement un des seuls personnages du film qui fait ça. On a Ray Stantz qui travaille sur la voiture, qu'on n'a pas besoin de voir un montage où la voiture était pas bonne, puis là, elle devient correcte. Non, on a juste comme une petite shot de lui qui travaille dessus, puis c'est assez. Et bien sûr, il travaille dans une voiture avec une cigarette à la bouche. Dana Barrett arrive à la place. Et là, on a justement l'explication du tout, la relation entre elle et Bill Murray qui commence à grossir. Et à partir de là, on voit c'était leur première cliente, ils sont pas capables de trouver encore qu'est-ce qui se passe avec ça. Et là, on arrive tout de suite à l'hôtel avec Slimer. On voit tout de suite, c'est une des seules fois qu'ils servent
du Proton Pack dans le film, c'est vraiment pas basé sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont un outil dans le film. Puis, même la première fois qu'il l'utilise, il tire sur une femme de chambre. Puis c'est fait pour être une joke. C'est un élément de comédie. Puis c'est aussi un élément pour montrer à quel point c'est pas des héros. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont là, surtout Bill Murray est là juste pour le cash, c'est une job. C'est pas, ils sont pas là pour sauver le monde. Quand ils vont le faire, c'est vraiment parce qu'ils sont obligés. Le petit moment héroïque à la fin de se sacrifier, c'est vraiment... C'est le seul moment où est-ce que vraiment ils passent de personnes normales à des héros. On aime ça, comme ça. Petit fun fact, pendant qu'on est là, quand Slimer tourne autour du chandelier, il y a des shots que c'est fait avec une miniature. Après ça, ils ont perdu le miniature, puis on peut voir sur 2 shots en particulier où est-ce que c'est juste une peanut qui a été spray-paintée verte. Faut être attentif, mais c'est quand même très drôle à voir. Pour tous ceux qui sont allergiques aux peanuts, les fantômes sont contre vous. Et on arrive aussi avec la première fois, c'est la première fois qu'ils capturent un fantôme. Et c'est le point le moins important du film, mais qu'il fallait bien mettre... un stake, il fallait bien mettre une raison que ça soit dangereux à un certain point. Je pense que le point le plus faible du film, c'est ça, c'est de mettre la règle de Crossing the Stream is bad. C'est vraiment juste pour qu'à la fin, ça soit pas trop facile ce qu'ils ont à faire, mais en bout de ligne, ça rajoute pas tant que ça. Est-ce que ça fait de ça un moins bon film? Non. Pas du tout. Ça enlève rien à l'histoire, ça enlève rien à tout ça, et je pense que c'est correct qu'ils soient arrivés à quelque chose de facile. Et une fois qu'il capture Slimer, il y a une joke que ça m'a pris des années avant de catcher. Pas qu'elle est compliquée, c'est juste qu'elle est faite tellement subtile que j'avais jamais vu. Et c'est Bill Murray qui parle au maître d'hôtel, qui demande combien ça coûte et qui regarde subtilement Harold Ramis, Harold Ramis, qui fait juste se gratter avec les doigts juste pour lui montrer combien de mille ça va leur coûter. C'est juste quand ça va vous coûter 3000 plus 1000 pour l'extra, 4000 $. Mais Bill Murray aurait aucune idée combien ça coûtait. J'adore ça comme ça, c'est vraiment bien fait. Encore, comme je dis, c'était tellement subtilité que je l'avais jamais catché en étant jeune. Ça a pris un peu plus que mon adolescence pour catcher ça, donc bravo. Et oui, Overseer Dirksen, c'est exactement là qu'on s'en va. Donc, désolé, j'avais de l'eau par les poumons, c'est pas une bonne idée. Et là, on arrive avec le montage des années 80, parce que tous les films des années 80 prenaient un montage. Et en revoyant le film, je me suis dit que la majorité du cinéma aujourd'hui, le film au complet serait ça. Le film au complet, ça serait juste une histoire d'eux autres qui deviennent meilleurs dans New York. Ça aurait été juste ça le film, mais non, Ghostbusters avec plus que ça à raconter, avait plus de choses à dire, fait qu'on passe juste 2 minutes là-dedans. On voit tellement de choses qui se passent, c'est tellement simple. Je veux dire, la majorité de ça a été tourné la première journée de tournage parce que le script n'était pas fini encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas tourne le monde qui court dans la rue puis qui se font aimer par le monde. Puis ça fonctionne super bien. On aime ça. Dans la séquence de montage, on a la fameuse scène un peu weird de blowjob de fantôme. Ça, c'est un méchant bon exemple de savoir quelle scène couper. En tant que tel, ça, c'était une grosse scène. Il allait dans un manoir pour trouver des fantômes. Si on regarde un peu Dan Aykroyd, comme un suit de toréador, de matador pour cette scène-là, c'est ce qu'il y avait rapport avec la scène qui a été coupée. Ils ont juste gardé ça pour la joke à la place de comme... Ils ont coupé une joke pour mettre plus sur l'histoire, mais ils l'ont coupé tout en gardant le bout qu'ils trouvaient drôle, ce qui est une bonne idée. Ils ont aussi coupé une scène dans Central Park où est-ce que Bill Murray et Dan Aykroyd étaient déguisés en sans-abri puis que c'était d'autres personnages. Ils ont bien fait. Ça aurait été très Caddyshack de faire ça, puis ça aurait été un petit peu weird. Caddyshack ou Meatballs, en tout cas, c'est une bonne chose qui ait pas mis. Mais on peut le retrouver en tant que scène coupée dans le Blu-ray. C'est quand même drôle, mais ça n'a pas rapport là. Donc, à partir de là, on rentre
Bill Murray va avoir une date avec Sigourney Weaver, qui on apprend qu'il est très drôle dans ce film-là. Le monde oublie que c'est de la bonne comédie. Ghostbusters, le monde voit ça, vu que c'est de la comédie très sec, très sarcastique, il faut que c'est pas si drôle que ça, mais les jokes sont écœurantes. Puis justement, concentrez-vous juste sur la face de Sigourney Weaver, les expressions qu'elle fait sont tordantes. Mais bon, donc ils finissent par avoir une date. Ça donne que c'est la même journée que le party chez Louis Tully. Et on pensait que Louis Tully pognait pas, mais il pogne juste pas avec Sigourney Weaver, parce que dans le party, la seule fille qui a de l'allure est après, puis il danse tout croche, puis elle aime vraiment bien trop ça, fait que il pogne le maudit. Mais bon, tout ça pour dire, qu'est-ce qui se passe? La musique a coupé. Je veux pas. Ah! Et c'est revenu. C'était un secret. Dana, get overseer, Dixon dit. Ok. Et, bon, tout ça pour dire, on arrive à la scène. Les hippies font exploser l'affaire, les fantômes se sauvent. Ça se déroule très vite. Le Keymaster rencontre le Gatekeeper, qui est une des jokes sexuelles, même pas vraiment cachées. Ça donne que s'accoupler, ça les transforme en chiens, qui aussi mène à ce que Gozer peut s'arriver sur la Terre. C'est toutes des règles très Lovecraftiennes. Et à partir de là, on arrive à la fameuse scène du bonhomme en guimauve géant, et c'est la guimauve la plus Lovecraftienne de tous les temps. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas des tentacules qui coulent. Et dans quelque chose de très phallique, je sais pas, je veux pas dire que Ghostbusters était fait pour être avec des hommes, parce que je pense pas que ça avait besoin d'être mauvais, celui avec des femmes. Mais, je veux dire, ils prennent leur proton pack hyper phallique, tirent dans une gate, puis il y a du blanc qui revole partout dans la ville. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait très comme shot. Surtout que celui qui s'en mange le plus d'en face, c'est le méchant. Fait que, on aime ça. Mais, ouais, il y a peut-être un petit quelque chose ici qui est à regarder. Peut-être que c'est moi qui me fait des idées, mais il me semble qu'il y a je veux dire, ils disent quand même « make them hard » quand ils ouvrent les proton packs. Fait que c'est ça. Et la dernière réplique du film, dit par Winston, que j'ai un peu passé à côté. Je vais y revenir en parlant de comment le film, l'écriture du film s'est faite. Il finissait avec « I love this town ». Puis je pense que c'est hyper important, justement. C'est tellement un love letter, c'est tellement un Valentin à New York, ce film-là. Je veux dire, tout est Janine, on s'entend, Annie Potts vient du sud, elle n'a pas du tout l'accent new-yorkais, puis là-dedans, ils ont même demandé de tone down un peu parce que c'était trop New York. La façon que le maire parle, la façon que tout est fait, les références aux électeurs, tout ça, c'est un film à New York. Je vous ai même dans le deuxième, c'est la Statue de la Liberté qui s'en mêle. C'est pas nécessairement un bon film, mais c'est encore là un film très New York. Un peu le pourquoi je m'en fais pour le prochain, mais je vais sûrement terminer avec ça. Donc, on va attendre un peu avant de parler de tout ça. Et le film finit juste eux autres qui sortent du building, le générique qui part un peu dans leur face, puis that's it. Ils s'éternisent pas, on n'a pas besoin de s'éterniser. Le film est fini. Puis on aime ça de même. C'est ça. C'est un film de fin du monde qui se prend bien. Donc, ça c'était le film bien vite. Là, on va revenir à qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. On n'aurait pas eu de Ghostbusters sans... Et I'm walking here. Ouais, ça c'est aussi très New York, mais ça c'est Dustin Hoffman qui dit ça. Mais anyway, oui, je réponds à Monsieur Overseer Dixon. Parce que quand on va être sur YouTube, on le saura pas ça parce qu'on voit pas le chat. J'aime mieux le dire. Donc, on n'aurait pas eu Ghostbusters sans Dan Aykroyd, mais on n'aurait pas eu un bon Ghostbusters sans Harold Ramis.
Dan Aykroyd est un weirdo, c'est pas un secret pour personne. Et lui, il dit que c'est son arrière-grand-père qui était un spiritiste assez doué, qui faisait voler des trompettes dans les pièces, etc. Ça l'a toujours inspiré, il a toujours cru en ça. Puis lui, il a écrit un premier jet, sans que ça soit vraiment un script, qui se passait dans le futur, donc en 2012, dans l'espace, où est-ce que la technologie des humains était rendue trop loin, puis on avait brisé la fabrique entre la réalité puis le monde des fantômes, puis il y avait une nouvelle job qui était là, un peu comme des plombiers, qui étaient les Ghostbusters. C'est où est-ce qu'il y avait des espèces de pics qui sortaient des poignets à la place d'avoir le Proton Pack pour tirer un peu à la Spider-Man. C'était pas pareil. Et là, c'est très Dan Aykroyd. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne Dan Aykroyd qui a un peu trop de liberté, regardez Nothing But Trouble. Ça donne des choses comme ça. Non, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est weird. Et donc oui, on arrive avec Harold Ramis, Egon, but not forgotten, comme Overseer Dixon le dit. C'était un maître. Il est arrivé un peu pas tard dans la production. Dans le fond, pour arriver en gros, c'est le réalisateur Ivan Reitman qui a rencontré un producteur de studio pour juste dire j'ai peut-être un projet Ghostbusters qui s'en vient, et l'exécutif a juste demandé combien ça allait coûter. Lui, il est arrivé avec un chiffre qui était haut dans le temps. Il a demandé 30 millions. Et il a fait, ben oui, d'accord, 30 millions, mais il faut que ça sorte en juin 1984. Il a demandé ça en mai 1983. Le script n'était pas écrit. Mettons que ça a été une production tellement rushée qu'il n'y a personne qui a eu vraiment le temps de reviser ce qui se passait. Puis je pense que justement, ça a empêché une certaine censure qu'on a beaucoup aujourd'hui. Mais tu sais, le monde en effets spéciaux, ils ont dépassé le budget là-dessus de beaucoup. Ça coûte une petite affaire plus cher. Ils ont parti une compagnie d'effets spéciaux pour ça, Boss Film, qui a fait de la job incroyable. C'est encore beau aujourd'hui. Et c'est... Comment je pourrais dire ça? Et comme je dis, ils ont commencé à tourner les scènes de montage, ils ont commencé à tourner plein de choses. Une des premières choses qui a été tournée, c'était l'accident d'auto fait par le chauffeur de taxi zombie, qui est vraiment un zombie. C'est le seul qui est vraiment pas un fantôme dans le film, parce que c'est une aussi des premières créatures à avoir été créées. C'est Steve Johnson qui a fait une partie des effets spéciaux. C'est lui qui l'a fait, mais c'était son audition pour avoir la job. Il a créé cette bébête-là, ils ont fait « OK, good, on va voir comment ça sort sur vidéo ». Ils ont tourné comme le petit bout de scène qu'il y avait là, puis après ça, ils ont dit « OK, you're in, mais tu vas avoir comme un 12 mois vraiment rushant avec nous autres, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis il faut que ça soit prêt là. » Mais ça a fait la job, puis même si Steve Johnson, c'est un peu une rockstar, puis qui est un peu désagréable, ben... fait de la maudite bonne job, fait qu'on l'aime pareil. Dans les fun facts, Daryl Hannah, cette grande blonde, a auditionné pour jouer Dana Barrett. Je suis hyper content qu'elle l'ait pas eu. J'ai vu l'audition, c'était pas top, puis c'est le fun de voir Sigourney Weaver dans des comédies. Je veux dire, elle n'a pas fait assez, puis pourtant elle est très drôle. Puis dans l'audition de Sigourney Weaver, elle voulait tellement le rôle que quand ils ont dit qu'elle allait devenir un chien, elle s'est mise à mordre et secouer des coussins et courir partout. Puis Ivan Reitman, il a juste dit d'arrêter parce qu'il était un peu traumatisé. Mais en même temps, ça lui a donné le rôle. Fait que c'est parfait. Donc... Puis oui, Overseer Dixon, Dan Aykroyd, il est weird en salle. Si vous le regardez en entrevue, il va parler d'extraterrestres, puis comment on n'en verra pas de sitôt, parce que après ce qui s'est passé avec le 9/11, c'est quoi qu'ils ont dit? En tout cas, vous pouvez trouver ça, comme les extraterrestres,
ils veulent pas nous voir depuis 9/11 parce qu'on a brisé nos jouets, puis qu'ils sont sûrement souvent sur la terre, puis ils brisent des lois, mais ils sont pas en prison. Il est bizarre. Aussi, quand ils ont demandé... c'est comme qu'est-ce que vos enfants ont pensé du film quand le film est sorti, c'était juste Evan Reitman. Ah, mes enfants, ils ont trouvé que c'était drôle, puis ils ont aimé ça, puis Dan Aykroyd, comme je pouvais pas leur cacher la vérité, je leur ai dit que c'était vrai, puis il va là un peu trop même. Ah là là. Tout. La chanson thème. Chanson thème écrite par Ray Parker Jr. Or Is It? Si vous écoutez la tune de Huey Lewis and the News, c'est quelque chose drugs, excusez-moi, j'ai oublié le titre complet. C'est exactement la même composition. Celle de Ghostbusters est un peu plus lichée, mais ils ont été poursuivis, puis c'est pas pour rien. Là, tu peux juste mettre les paroles sur l'autre tune, puis ça fonctionne aussi, c'est un peu niaiseux. Mais bon! Le gars, Ray Parker Jr., il a dit j'avais 3 jours pour écrire une tune, puis je pense qu'il était peut-être même pas au courant qu'il volait la tune de quelqu'un d'autre, il avait peut-être juste cette tune dans la tête, puis il a fait comme j'ai 3 jours, puis il a réécrit la même tune. On le sait pas. Et comme je disais, c'est le deuxième film qui a fait le plus d'argent cette année-là. Eddie Murphy était supposé de jouer dans le film, était supposé de jouer Winston, qui arrivait à la page 16 peut-être dans le premier script. Il était là depuis vraiment le début versus dans l'autre qui arrive à 60 minutes dans le film. C'est un personnage qui avait du background du background militaire, qui allait être utile pour eux autres, qui comprenait d'autres choses, qui était un peu le sceptique de la gang. Puis Eddie Murphy, finalement, il est allé jouer dans Beverly Hills Cop, qui est le film qui a fait le plus d'argent de cette année-là, fait qu'il le regrette probablement pas. Et ça a été Ernie Hudson qui a eu le rôle finalement. Ernie Hudson qui avait joué dans Space Hunter, si je me trompe pas, qui était aussi un projet qui a été produit par Evan Reitman. Il a failli pas avoir le rôle parce que dans Space Hunters, ça se peut que le titre ça soit pas ça, mais c'est quelque chose d'aussi cliché que. Et il jouait une espèce de badass, puis il trouvait que ça fitait justement pas avec la nouvelle direction qu'il voulait prendre pour le rôle. C'est quand même le fun qu'il y ait un personnage noir, surtout à New York, c'est important, je pense. Mais oui, j'aurais voulu voir le film avec l'original Winston, mais en même temps, comme ils ont dit en entrevue, Harold Ramis disait on avait donné toutes les meilleures lignes à ce personnage-là. Puis Evan Reitman il a fait comme donnez ça à vous autres, donnez ça à Bill Murray. Je veux dire, sinon il va improviser tout le film, puis on n'aura pas de vraie ligne. Fait que je pense que c'était pas nécessairement un mauvais move aussi, parce que c'est vrai que ça aurait fini juste en film d'improvisation, puis on sait ce que ça donne. Wink wink, Ghostbusters 2016, aucune histoire, juste des jokes par-dessus jokes, mais aucune qui land parce qu'ils donnent pas le temps que ça se fasse. Puis anyway, on continuera pas là-dessus. Je vais peut-être y revenir de temps en temps, mais c'est reconnu que ce film-là est pas bon. Ça n'a pas rapport avec le fait que ce soit des femmes. C'est pas Paul Feig qui est pas un bon réalisateur, c'est un réalisateur qui laisse tout simplement trop de liberté à ses acteurs, puis ça finit par le mordre dans le derrière, disons ça comme ça. Et comme je disais tantôt, oui, beaucoup de clichés d'horreur qui ont été réécrits pour ce film-là. Tu sais, la fameuse justement jeune femme au début du film qui se fait agresser, ben là finalement c'était une vieille madame. Dans le script c'était une jeune femme, je trouve ça le fun qu'il ait changé. Puis le fait que tu sais, mettons Evil Dead, il faut lire du Necronomicon pour se débarrasser, ben pour faire venir puis se débarrasser des monstres, mais là-dedans, c'est leur technologie à eux autres. Ils suivent pas d'autres règles que leur propre science, puis c'est vraiment cool là-dessus. Puis comme je disais aussi, quand ils sont là, c'est que de la comédie. Quand c'est d'autres personnages qui sont là, c'est que de l'horreur. La scène où est-ce que Dana Barrett s'assoit dans son divan, puis qu'il y a des mains de démons qui sortent, tu dis pas à quelqu'un que c'est Ghostbusters, tu mets juste cette scène-là. C'est clairement un film d'horreur. C'est tourné comme un film d'horreur. Bon, à part le fait que la porte est faite en tissu, là, c'est un peu weird, comme pour qu'il y ait des doigts qui transparaissent autour. C'est un peu bizarre, mais bon, ça c'est un choix. Ça fait pas moins horreur, c'est juste un bizarre de choix. Mais oui, ça fonctionne super bien.
D'ailleurs, fun fact avec cette scène-là, les marionnettistes qui étaient en dessous, c'était tous des nerds un peu gênés. Qui sortaient leurs mains puis qui étaient comme il faut pas que j'ai la pogne à des places qu'il faut pas. Puis c'est Sigourney Weaver qui a fait juste comme non, regarde, vas-y, garde-toi. Puis pour que ça ait l'air justement plus horrifiant, puis que des démons, ça regarderait pas trop où est-ce que ça met leurs mains. Fait qu'il y en a un qui pogne un sein vraiment solide au final, mais tu vois, elle se le pogne elle-même, puis on dirait qu'elle le redirige là. C'est juste quand. C'est un peu drôle. Mais oui, ils ont dit qu'ils étaient tous bien gênés, puis que c'était bien drôle de faire ça. Personne n'a été inconfortable, et bien sûr, puis ils sont tous excusés après, même si c'est elle qui a insisté, fait que c'est quand même cute. Ok. Comme j'ai dit, bon, ça a pris un an de l'écriture à l'ouverture du film. Et même le test screening était que positif, ce qui est très rare. Donc, ils n'ont rien eu à couper. Donc, le film qu'on a, c'est vraiment le film qui voulait sortir. Au point que le générique n'a jamais été édité, puis il manque probablement une centaine de personnes au générique. Ils se sont excusés. Ils ont fait un article dans le magazine Variety où est-ce que le reste du monde ont été nommés, mais ça n'a jamais été rajouté dans le vrai générique. C'est un peu bizarre. Donc, il y a du monde qui ont quasiment rien fait dans le film qui sont là, tandis que du monde qui ont travaillé là-dessus pendant un an qui ne sont pas là du tout. Mais bon, c'est Columbia, c'est Sony qui trouvait qu'il y avait trop de personnes puis que ça prenait trop de temps que le générique se fasse et qu'ils ont demandé de couper du monde. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Tandis qu'aujourd'hui, t'as comme environ 10 chapitres de films juste dans le monde qui ont travaillé sur le gros orteil de King Kong. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est là que le cinéma est rendu pour des films un peu médiocres, pour ne pas dire totalement. Mais c'est comme ça. Ok. Excusez-moi, je regarde mes notes. C'est comme rien, j'en ai beaucoup à dire, puis je voulais pas tout oublier. Le fait que Dana Barrett est possédée, ça a été une idée de Sigourney Weaver, qui a fait un peu peur à Evan Reitman sur le fait d'un, quand elle se prenait pour un chien et qu'elle sautait partout, mais aussi John Candy a refusé qu'il joue dans le film parce qu'au début c'était supposé être lui, Louis Tully, puis il y avait trop de demandes. John Candy avait demandé d'être allemand, d'avoir des chiens. C'était juste comme non, regarde, il y a déjà des Terror Dogs dans le film, on peut pas comme mettre d'autres chiens en plus, le monde va être mêlé, c'est déjà un film fucké que le monde n'a pas vu ça avant, on peut pas faire ça, puis pourquoi tu veux être allemand? Quand Sigourney Weaver a fait comme je pourrais être possédé, on fait non, une autre calice. Mais finalement non. Et on trouvait que c'était une bonne idée puis que ça fitait avec le film et sa performance est hallucinante. D'ailleurs, quand elle flotte au-dessus de Bill Murray, c'est pas un effet qui a été rajouté par après, c'est vraiment un tour de magie de la personne qui vole. C'est vraiment cool. Puis ça fonctionne super bien, c'est vraiment beau. On aime ça. Il y a quelques petites erreurs dans le film, mais je suis sûr que vous les avez jamais vues. D'ailleurs, la scène où est-ce que Dana Barrett arrive, si vous regardez en arrière de Janine, en haut à gauche, juste comme il y a une espèce de petite chose surélevée en arrière où est-ce que le bureau de Venkman, vous pouvez voir une petite trace blanche qui est probablement un soulier, probablement Adidas. Puis ça aurait pu rester là, puis ça aurait été parfait, mais le gars qui porte le soulier a bougé, fait qu'on voit le pied bouger, puis c'est juste comme il y avait quelqu'un d'autre en arrière. C'est un peu dommage qu'il y ait une petite erreur de même, parce que si le gars avait pas bougé, il y aurait juste eu un soulier, puis ça aurait été correct. Aussi, quand le Bibadon Chamallow, ou le Stave Puft Marshmallow Man, se fait brûler, c'est la shot où est-ce qu'il brûle, c'est la seule shot qui n'a pas sa cravate rouge. C'est pas grand-chose. Puis il se passe tellement d'affaires dans ce shot-là qu'on ne le remarque pas, mais c'est là. Mais pour un film qui a été fait aussi rapidement que ça, qu'il y ait juste deux grosses erreurs de même, c'est assez exceptionnel. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai juste jamais vues, mais il me semble que c'est les seuls. Aussi, comme je disais, c'était une année bizarre. On regarde au box-office, on a le flic de Beverly Hills, Ghostbusters, dans les deux premiers. En 84, où est-ce que les Gremlins sont sortis.
ça doit être une des seules années de ce temps-là où est-ce que les 2 premiers films au box-office, c'est pas Steven Spielberg qui les a produits. Donc, il se passait quelque chose dans ces années-là. Le monde commençait à vouloir autre chose, même que Spielberg a visité le plateau pendant qu'il était en train de faire la scène finale, parce qu'il voulait voir le gros set, parce qu'il était écœuré de voir ses gros sets à lui. C'est quand même cool. Aussi, le monde en effets spéciaux ont travaillé tellement vite et tellement bien là-dessus que ça a changé un peu les règles de la game au cinéma Hollywood. Les studios sont mis à faire comme « Regarde-les, eux autres, ils ont été capables de le faire en tant de temps. » Même s'ils n'étaient pas au courant que le monde ne dormait pas puis tout ça. Puis ça a donné des nouveaux standards un peu malsains à Hollywood. Donc, la productivité, c'est mal. La surproductivité, plutôt, c'est mal. Anyway, c'est comme ça. Justement, on parlait du Stay Puft Marshmallow Man. Il est encore en train de shooter des scènes 3 semaines avant que le film sorte. Les panneaux publicitaires étaient sortis dans la rue qu'il est encore en train de shooter des scènes avec le bonhomme en guimauve. Ça a dû leur faire peur en maudit. je comprends même pas comment ils ont fait. Mais bon, ça a fonctionné. Aujourd'hui, ça serait impossible justement parce que la post-prod, avec tout ce qui est en CGI, s'il faut que tu rajoutes sur une scène qui existe, c'est quasiment impossible. Ben, puis aussi, ça... C'est pas cher à dire, là, mais... Quand le CGI est mêlé à d'autres choses, c'est parfait. Mais quand c'est juste du CGI, pas que c'est pas beau, mais en bout de ligne, c'est-tu encore du vrai cinéma où on regarde un film d'animation? Je veux dire, c'est rendu qu'il y a des films que les scènes d'action sont faites en previs, tout en CGI, avant même que le film sorte. Je veux dire, avant même qu'il y ait un réalisateur qui soit associé au film. Ça sert à quoi d'avoir un réalisateur? Si tu vraiment un film, si tu juste un film d'animation que tu fais avec du monde qui ont l'air plutôt vrai. Anyway, c'est une discussion pour une autre fois. Revenons à Ghostbusters. Ben, crime. Je pense que j'ai quasiment fini avec mes points. Fait que je vais parler un peu... Ouh, ça tombe super bien avec la tune qui finit. C'est parfait, ça. Je vais finir un peu avec mes peurs pour le prochain. Comme je disais, c'est un love story à New York. Là, on arrive dans une petite ville. Ça file comme si c'est fait juste parce que Stranger Things, ça pogne. Ils ont même un des enfants de Stranger Things qui joue dedans, que je suis plus capable de voir. Pas qu'il est pas bon, mais donnez-y d'autres choses à faire parce que je suis tanné de le voir faire la même affaire. Dans Hit, c'était le même rôle, c'est un qui sacrait. J'aimerais ça le voir faire des nouvelles choses. Puis là, on parle de la petite fille de Egon dans le film. Bon, c'est sûr que c'était plus facile de faire quelqu'un qui hérite de la maison ancestrale d'un acteur qui est vraiment mort. Mais ça va faire mal sur le fait que je comprends pas comment Egon a une famille. Il me semble que c'est assez clair qu'il est asexuel dans le film. Il y a pas d'intérêt pour personne. Janine, elle s'essaye bien gros, puis lui, il reste avec ses fungus. Les deux choses qui l'intéressent, c'est la science. Puis, comme... Ben, non, la seule chose qui l'intéresse, c'est la science. Son amitié avec les autres est importante aussi, mais c'est pas un trait de personnalité en soi. Fait que de voir qu'une personne de même se ramasse dans une petite ville, bon là ils vont essayer d'expliquer que c'est parce que là il y a les mines de Ivo Shandor, le gars qui avait bâti le building du premier qui était là, puis il est allé faire des recherches là-dessus. J'espère qu'ils vont bien l'expliquer parce que ça se passe pas à New York puis que Egon a déménagé de la grosse ville, où est-ce que la science est pour se ramasser là. J'y crois pas présentement. Il est pas trop tard pour me ramener par contre, mais le fait que ce soit des enfants qui manient des armes nucléaires, ça me fait mal. Puis, tu sais, ils sont dans la rue à tirer un peu partout avec ça. Oui, ça me décourage juste d'avoir vu ça dans le trailer. Là, ils ont rajouté une scène qu'ils ont montré il n'y a pas longtemps avec Paul Rudd qui est face à face avec une trolley de mini Stay Puft Marshmallow Man. De un, ça filait comme si c'était une pub. J'étais surpris que ce soit un vrai bout du film. Puis de deux, Stay Puft n'a pas rapport avec les Ghostbusters. Il était là parce que Dan Aykroyd a pensé à quelque chose d'inoffensif pour détruire le monde.
c'est pas un fantôme en soi, c'est pas un monstre qui appartient à l'univers de Ghostbusters. Ça n'a pas rapport qu'on le revoit dans le film, à part pour le fait que les studios ils font comme « Mettez des choses que le monde connaisse, ils vont aimer ça ». C'est vraiment le sentiment, mettez le plus de franchise qu'on peut, comme il faut traire la vache jusqu'à temps qu'elle meure. Ça me tue un peu, fait que non, c'est ça, que je m'en sac un peu qu'il y ait des mini Marshmallow Men qui se brûlent entre eux autres pour faire des s'mores puis qui se cannibalisent, c'est pas pour moi. Puis ça le trait la façon qu'ils sont faites, ça ressemble beaucoup au bonhomme en pain d'épices dans Le Krampus, qui est pas un mauvais film en soi, mais le fait de le faire à ce point-là pareil, c'est la faute à Harry. Oui, c'est la faute à Harry. Taré! Mais. Oui. On a Paul Rudd qui va être dans le film un peu, qui va être le lien du passé pour que les enfants comprennent un peu c'est quoi cette technologie-là. J'espère qu'il va pas trop en mettre. Paul Rudd, il peut autant être drôle que essayer d'être drôle. J'espère qu'il va juste être drôle. Puis oui, la nostalgie forcée, c'est mal, Monsieur Dixon. C'est. Je suis tanné. C'est sûr qu'ils vont essayer de faire une autre version encore de la chanson thème. Puis tu sais, là, ils ont fait réaliser ça par le fils d'Ivan Reitman, qui, on s'entend, il fait des drames qui sont très bons, là, mais c'est pas son genre de film. Là. Il est engagé là pour que le monde fasse comme « Ah oui, c'est le fils de... » Fait que ça va reprendre la torche, non? Puis il a dit souvent qu'il voulait pas le faire. Je sais pas combien ils l'ont payé pour qu'il le fasse, mais ça y tentait pas au début. Là. Aussi, tant qu'à ajouter des enfants, tant qu'à ajouter comme un adulte plutôt qui va ramener tout ça. Le 2, on dirait qu'il n'a jamais existé. Puis c'est pas qu'il n'y avait pas de bons points, il y en avait quelques-uns. C'était juste pas le premier, puis il est arrivé un peu trop tard. Mais on peut-tu revoir Oscar? Tant qu'à rajouter un personnage qui nous remet dedans, on peut-tu revoir l'enfant de Sigourney Weaver, de Dana Barrett, qui fait comme « Ouais, j'ai déjà vécu des choses où que... » Tu sais, c'est... Voyons, comment il s'appelle? Vigo! Que Vigo, il a laissé des séquelles quelconques pour pas que ça soit juste du copier-coller de ce qu'on connaît de Ghostbusters, puis amener un petit quelque chose de plus dans la mythologie. Mais bon, ça, c'est mes idées à moi. C'est pas obligé d'être là. Mais j'ai peur que même si c'est dans une petite ville puis que c'est supposé de tout changer, ils n'essayent rien de nouveau. Ou sinon, ils vont essayer trop de choses puis ça va finir par donner un film que c'est pas un mauvais film, mais que c'est juste... Ça aurait été meilleur si c'était pas un film de Ghostbusters. Je pense pas que ça va fonctionner. Mais bon, ça va... Mais je suis sûr et certain que ça va être meilleur que celui de 2016 parce qu'on peut pas aller plus bas que ça. On passe d'une comédie au quart de tour avec de l'humour super sarcastique, toutes les jokes fonctionnent bien, les jokes ont rapport à l'histoire, ils ont rapport au personnage, c'est pas interchangeable, les lignes avaient besoin d'être dites par ces personnages-là, et on passe de ça à des jokes de pet génériques, des jokes de crotte, des jokes de queefing, c'est pas ça, Ghostbusters, et c'est pas intéressant, fait que... Au moins, là, même si c'est des enfants, on va avoir droit à quelque chose d'un petit affaire plus classique, j'en suis certain. Mais bon, aussi, dans le fameux trailer, on voit comme la collection de Spores, Mold and Fungus de Egon. C'était une ligne pour être drôle, pour montrer que les intérêts de Egon sont pas les mêmes que Janine. C'était pas nécessaire de leur montrer, puis ça aussi, c'est de la nostalgie forcée. Puis pour qu'il y ait comme 3-4 fans morons qui n'ont pas vraiment bien compris les films, qui vont faire comme « Ah oui, je reconnais ça, je suis intelligent. Fuck you. » J'aime pas ça que du monde cave se prenne pour des génies. Puis des petites affaires de même, c'est ça que ça fait en bout de ligne. Fait que fuck you, Sony. Puis quand vous allez aller voir ce film-là, parce que vous allez voir ce film-là, vous compterez combien de produits Sony vous voyez à l'écran. Comme c'est clair qu'il y a des affaires qui vont être outdated, mais qui vont quand même utiliser des affaires Sony parce que c'est comme ça. Probablement qu'il va y avoir quelque chose avec Coke, vu que c'est associé avec eux autres. Anyway, on verra bien. Mais oui, donc j'ai un peu peur
Mais en même temps, y en a-tu un des nouveaux films de franchise qui avaient besoin d'être fait? Pas vraiment. Donc, de mon côté, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur Ghostbusters. On est arrivé à environ 1 heure déjà. Pour une fois, on a quelqu'un qui est avec nous. Donc, Monsieur Overseer Dixon, ou Madame, mais je sais que c'est Monsieur, fait que bonjour Monsieur. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires, quelque chose qu'on avait besoin de parler plus? Est-ce que j'ai manqué des points? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y avait rien finalement. Ok. C'est triste. J'aurais voulu en parler plus. Mais bon, on est au point de 1 heure, fait qu'en même temps, ça finit bien le tout. Donc, j'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que ça vous a plu. Et que vous vous ennuyez pas trop de Lou. Il sera là une autre fois. Oh! On a des questions. Ben, pas des questions. Un commentaire. Un aspect juvénile à l'original, mais ça servait à l'histoire, effectivement. Puis comme je disais, c'est très Dan Aykroyd qui est l'enfant de la gang. Autant on a un Bill Murray qui est très juvénile, mais qui est plus ado. En tant que tel, c'est comme si on avait la famille au complet. On a Dan Aykroyd qui est clairement l'enfant de la gang. Bill Murray qui est l'ado, puis Egon qui est l'adulte, même peut-être le grand-père. Peut-être que ça serait Winston l'adulte. Mais ouais, j'aurais voulu en parler plus. Hein. Justement, il y a une relation entre lui et Dan Aykroyd qu'on voit se développer au courant du film. C'est les deux qui ont le plus de liens ensemble, mais on la voit pas se développer, mais on voit que c'est là. C'est cool que ça soit là, justement. Même dans le 2, quand ils s'en vont à la fête d'enfants, c'est ces deux-là qui sont encore ensemble. Ils ont clairement une amitié qui est plus proche que les autres. Mais oui. Donc, c'est quand même intéressant là-dessus. Puis oui, comme il y a une façon de faire ça juvénile, mais que ça rentre pas dans les jokes faciles, tout simplement. Que, comme je disais, on peut, quand ça fit avec le personnage, on peut rentrer des jokes de n'importe quoi puis que ça fit, mais là, c'était pas le cas. On peut pas avoir des scientifiques qui sont juste intelligentes quand ça adonne que ça sert à l'histoire, puis que le reste du temps, ils sont pas capables d'attacher leurs souliers. Là. J'y crois pas. C'est nous. C'est nous. Bon, Monsieur Dixon, il dit qu'il y a un lag avec son chat. Probablement son chat, mais j'aime mieux penser que c'est son chat, même s'il est allergique. Je vais me mettre de la lumière bizarre. Oui, Winston, c'est le gars terre à terre qui est là pour rejoindre le public. C'est le normal man. C'est un peu bizarre, justement, qu'il arrive à 1 heure dans le film. On dirait que c'est pour faire comme, OK, là, il y a des affaires vraiment weird qui s'en viennent avec la guimauve. Là, il va peut-être ramener un petit peu, réancrer le film un peu dans la réalité. Là. Mais, ouais. Puis comme je disais aussi tantôt, le monde qui sont... Tu sais, le gars du EPA s'occupe de l'environnement. C'est le méchant du film, même si ce qu'il fait, c'est totalement legit. Je veux dire que moi aussi, avoir comme de nouvelles technologies qu'on sait pas trop c'est quoi, qui est probablement radioactive, j'aurais besoin de faire de regarder un peu là-dessus. Tu sais, il est pas... c'est un asshole, mais il est pas méchant. Le monde qui sont dans le restaurant où est-ce que Rick Moranis se fait quote-unquote tuer par le chien, on voit qu'ils mangent quand même santé puis qu'ils sont huppés, puis c'est juste comme ils s'en sacent, comme c'est très justement New York encore là, mais tu sais, t'as Rick Moranis qui meurt, puis eux autres sont juste comme ils arrêtent de parler pendant 3 secondes, regardent ce qui se passe, recommencent à parler. Ouais, il y a quelque chose contre la santé là-dedans, j'aime ça. Puis t'as Sigourney Weaver qui est un peu entre les deux, justement, qui elle, on la voit qui s'entraîne de temps en temps, mais qu'elle mange de la crap. Fait que puis c'est drôle parce que c'est le personnage qui est le plus proche des Ghostbusters dans le film, à part
À part les Ghostbusters entre eux autres. Fait que c'est comme si elle était sur la ligne tout ce temps-là. Puis c'est elle qui a le plus de jokes avec Bill Murray. Il y a clairement un message là-dedans. Peut-être que c'était pas pensé puis qu'il voulait juste manger de la crap aussi. Hein, on sait pas. Puis oui, effectivement, quand je parlais de la relation avec Ray et Winston, Overseer Dixon nous dit que ça l'ancre encore plus dans la réalité avec la conversation qu'ils ont sur la fin du monde dans l'Ecto-1 pendant que c'est la nuit. Puis oui, c'est pas juste... on voit aussi un peu le background des deux. L'autre qui est un peu plus superstitieux, puis lui, c'est pas la religion, c'est juste comme des fantômes. Tandis que l'autre, t'es juste comme tu penses pas justement que la fin du monde est pas mal là, puis c'est pour ça que la business va bien. Puis ça les fait réfléchir un peu. Donc on aime ça. Mais bon. Vu qu'il y a un délai avec son chat, je sais pas s'il a terminé. Quand tu auras terminé, tu me dis, tu marqueras Overseer Dixon. Mais oui. Puis, en bout de ligne, ça, c'est très... c'est des exterminateurs en bout de ligne, les Ghostbusters, mais c'est aussi... c'est une nouvelle job. C'est vraiment sur c'est quoi partir une job, ce film-là. C'est très rêve américain, c'est très... justement, je me demande si c'est pas plus de droite que je pense, puis je veux pas que ça le soit, mais c'est très rêve américain, c'est très... Bill Murray, c'est pas le personnage principal, il est hyper capitaliste. Quand la première fois qu'il parle de capturer des fantômes, il voit tout de suite le côté argent. Justement, la malbouffe, c'est super bien vu. Le gars qui s'occupe de l'environnement, c'est le méchant. Je suis comme, à quel point, en bout de ligne, c'est peut-être plus de droite que je pense, mais j'espère que c'est juste en joke, parce que sinon je serais déçu. Désolé pour les gorgées d'eau, mais j'ai soif. Ben non, c'est correct qu'Overseer Dixon, on n'a pas besoin d'en parler plus. On est rendu déjà à 1 heure, donc ce sera jamais trop tard non plus une autre fois si t'as encore des questions ou des commentaires. Je veux dire, même si on parle d'un autre sujet, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse parler d'autres choses aussi. Donc, tout est beau. Mais là-dessus, je vais vous quitter en espérant que ce fut constructif et que je vous ai pas trop emmerdé, puis que j'ai pas juste dit des choses que vous saviez déjà. Puis que vous êtes quand même relativement d'accord avec ce que j'ai dit. Aussi, petite affaire. Puis oui, c'est vraiment un regard sur la société américaine de l'époque. C'est surtout les années 80. Je veux dire, tu sais, quand je disais, avant de terminer tout ça, quand je disais que les gros blockbusters, c'était aussi du bon cinéma ces années-là, c'était un peu bizarre à dire, mais je pense que c'était un peu à cause de la drogue. Je veux dire, les années 80, c'était la coke partout. Puis... je vous arrivé avec une idée fuckée, comme je veux faire un film de kangourous dans l'espace, pis t'as le gars qui faisait jusqu'à oui, kangourous dans l'espace, 30 millions, go, va faire ton film. Je pense que c'est tandis qu'aujourd'hui, c'est les mêmes gars qui sont rendus vieux, qui sont alcooliques à la place d'être sur la coke, puis qui ont juste peur de tout. Hollywood a été dans le rouge pendant un moment, puis il y a personne qui en parlait, mais je pense qu'il y a vraiment un côté qui fait juste comme ah oui, tu veux faire un film original, ça ressemble-tu à une franchise qu'on a déjà qu'on pourrait faire à la place? Parce que c'est ça, ils ont peur de faire des nouvelles choses, surtout Disney, puis mentor, le monde il en mange, je veux dire. Disney a eu 80% du box-office l'année passée. Warner Brothers, ils courent en arrière, puis après ça t'as Universal, puis le reste. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de chances que le cinéma revienne bon, parce que justement Disney ils ont tout, puis ils vont pas arrêter de... Je veux dire, ils viennent de faire le film de Cruella, je veux dire, tu rends un personnage qui veut enlever la peau des chiens,
qui est pour la cruauté animale, puis tu fais un film là-dessus où est-ce qu'il est rendu un anti-héros à la place d'être juste une crise de folle. On est rendu là. Fait que, fuck you Disney. Mickey Mouse, c'est le diable, mais pas le cool diable d'Anton LaVey, le fucking diable catholique, là, le tarlat. Là. Tant que tel, il ressemble plus à un preacher, mais bon. Fait que fuck you Mickey Mouse. Puis sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter avec un Tululingus parce que c'est important qu'on finisse avec ça tout le temps. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ben, revois. Moi, je vous verrai pas. Je vous verrai pas! Passez du bon temps d'ici là, puis allez faire des films, allez faire de l'art, ou écouter des films, puis écouter de l'art. Faites des choses. Bye!